Qui n'a jamais eu à culpabiliser d'un acte, d'un choix, d'une prise de position dans sa vie? J'ai 20 ans et je pars explorer ma passion musicale à Paris. Quel programme, hein? Je quitte la famille et les amis en pensant laisser le pire derrière moi, tu vois. Mais, sans le savoir, j'avais emporté dans mes bagages le malaise lié à ta disparition, Jérôme. La culpabilité, bien tenace, alors qu'une belle vie s'annonçait. Mes petites rondeurs, mes petites rougeurs, mes petits boutons, mes petits chiffons, mes petits coups de peur, mes petits coups de cœur, mes petites galères, mes petites colères. Je ne suis pas parfaite, c'est la vie. Cette chanson, je l'ai appelée Confession. Ça a été un véritable exercice d'écriture. J'avais besoin de changer le regard que je posais sur moi, Jérôme. Eh bien, figure-toi que cette chanson m'y a beaucoup aidé. Et elle me fait du bien à chaque fois que je la chante. Mes petites prisons, mes petits poisons, pas de drame, ni de blâme. Je cherche mon sésame. Arrivé à Paris en septembre, j'imaginais ma vie riche, passionnante. Ma vie s'articulait autour de 2 jobs alimentaires pour financer le logement et la vie quotidienne d'une part, et la formation musicale d'autre part. J'ai beaucoup aimé cette formation qui me prenait 12 à 15 heures par semaine. Nous étions une promo d'une dizaine de personnes encadrées par 4 professionnels de la composition, de l'écriture, de l'expression scénique, du solfège. Je me suis sentie vraiment musicienne et bien accompagnée. Mes qualités d'autodidacte étaient reconnues. Je m'investissais et je me laissais fasciner par cet art qui allait m'accompagner longtemps, la chanson. Les cours étaient en fin de journée et je dois dire que j'avais un emploi du temps rempli et tendu. Au moment où je rentrais dans les locaux de l'espace chanson, l'énergie remontait et je ne sentais plus ma fatigue. J'étais à ma place. J'ai écrit plusieurs chansons sur ce temps de création. Je m'accompagnais déjà à la guitare et profitais également d'un accompagnement au piano par le professeur d'harmonie, un certain Jérôme. En peu de temps, j'avais basculé dans un monde qui, quelques mois auparavant, m'était complètement inconnu. On se voyait parfois entre les cours avec les autres étudiants, on chantait tout le temps, on créait ensemble, c'était merveilleux et même enchanté. Mais sortie de ce contexte, lorsque je rentrais chez moi, je découvrais la solitude et son poids. À celle-ci s'associait la tristesse, systématiquement. Une émotion que j'identifie maintenant, mais à l'époque, je me trouvais mélancolique. Je restais dans mon logement, isolée, sans trop avoir de ressort, d'idées de balades à faire, de choses à découvrir, d'expériences à vivre, tout simplement. Il faut dire que j'avais peu de moyens financiers. Mais dans une condition normale, de sortir me balader n'était pas coûteux et pouvait être ressourçant. Et dans la solitude, mon énergie s'éteignait et moi aussi. Aujourd'hui, je sais que cette tristesse me renvoyait au vide intérieur qui avait émergé après ton décès. Je comprendrai le pourquoi des choses quelques années plus tard. Je ne crois pas, Jérôme, que tu étais déjà allé à Paris du haut de tes 7 ans. Tu aurais aimé ces ambiances et ces surprises à chaque coin de rue, ces monuments. J'ai toujours eu un attachement pour cette ville. J'y suis revenue vivre à plusieurs reprises. Avant de partir pour la Bretagne cette année-là, les amis de la formation avaient organisé mon anniversaire pour fêter mes 21 ans. Tout le monde était là. Notre professeur d'harmonie a joué du piano et nous a fait chanter toute la soirée et même une bonne partie de la nuit. Quelle chance j'avais de recevoir autant d'amitié. Ce jour-là,
Je crois que j'ai compris que ma fête d'anniversaire pouvait et devrait à présent être festive et joyeuse, car il s'agissait de célébrer ma naissance. À la fin de l'année de formation, en dépit d'une audition concert prometteuse, j'ai décidé de revenir faire des études à Rennes pour intervenir professionnellement auprès des publics en difficulté. J'ai été admise aux sélections et je me rapprochais de ce fait de la famille. Après 3 années d'études, j'ai décroché un diplôme en vue de gérer des structures socioculturelles et socio-éducatives. J'étais très intéressée par ce cursus et par la diversité des interventions et des perspectives professionnelles qui s'offraient à moi. Cependant, en quittant Paris et le monde de la chanson, je me suis privée de vivre de la musique, projet qui m'avait fait rêver depuis tellement longtemps. J'aurais aimé rester à Paris, tenter ma chance. À cette époque, fin des années 80, on pouvait encore démarrer dans des cafés-concerts fréquentés par la profession et ainsi se montrer dans nos forces artistiques, gravir les marches vers une professionnalisation. Mais je ne donnais pas assez de valeur à mes désirs. Je me croyais mauvaise, donc j'ai préféré répondre à l'injonction familiale qui me soufflait de trouver des études qui m'offriraient une situation stable, sécurisante et blablabla. On connaît cette chanson-là, hein, écrite par les parents qui n'imaginent pas leur enfant ailleurs que dans un moule. Je ne voulais pas me confronter à mes parents, alors j'ai anticipé et j'ai renoncé à ce rêve, momentanément. La vie étudiante me plaisait néanmoins. Elle était souvent distrayante et festive les soirs à Rennes. Cela m'a aidé à effacer les regrets parisiens avant qu'ils ne m'envahissent. En effet, je me plaisais à Rennes, mais le manteau de la mauvaise m'habillait un peu trop souvent. Il m'est arrivé de rencontrer des hommes étudiants également qui avaient envie de faire un peu de route avec moi. Je ne supportais pas cette idée. Je n'arrivais pas à me projeter. Au contraire, j'avais peur. Lorsqu'après un premier moment ensemble, le copain me rappelait, j'étais tétanisée et je m'organisais donc pour ne pas donner suite à l'histoire qui démarrait à peine. Je comprendrai là aussi bien plus tard à quel point un interdit d'aimer m'avait été imposé très jeune par ma mère en fait. J'en reparlerai. Ainsi, j'ai passé de nombreux week-ends dans la même errance qu'à Paris, dans le même isolement. L'interdit d'être heureuse était fortement activé à ce moment-là. Mais je me suis arrangée avec les manques et les tristesses liées à la solitude. J'ai décidé de devenir la bonne copine, à toute épreuve, la généreuse, la sauveuse, celle à qui l'on peut tout demander en cas de besoin, même en cas d'urgence. Et puis, j'avais quand même besoin de musique, d'en faire et d'en écouter. Alors, pleine d'audace, j'avais entendu par la bouche d'une amie musicienne, une autre Anne, pianiste celle-ci, qu'une salle de cours était disponible à la fac de musique le jeudi soir de 18h à 20h. Alors, avec sa complicité, et même celle de Gabriel, son frère, nous avons créé un chœur de gospel et de negro spiritual. Je me suis improvisé chef de chœur tous les jeudis soirs. C'était génial. Le groupe gonflait de semaine en semaine et nous nous amusions énormément. Moi aussi, j'étais heureuse de toute cette confiance qui m'était attribuée et de voir mes capacités et propositions appréciées. Tu sais, Jérôme, j'ai aussi fait à Rennes ma première expérience de scène un peu professionnelle. Une amie étudiante, Morgane, chorégraphe par ailleurs, m'avait invitée à participer à un duo voix-danse, présenté dans un théâtre à l'occasion d'un festival de duo. Je devais chanter un titre sur lequel Morgane improviserait en danse. Quelle expérience, quelle idée de me faire confiance et de me proposer ce duo. Je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait, mais j'ai accepté, j'ai assuré et assumé. J'étais là, tétanisée, à trembler de tout mon corps en montant sur scène,
Mais une fois la première phrase chantée, je me libérais et je libérais le chant et la joie de chanter. Une expérience immense et une infinie reconnaissance à Morgane pour m'avoir fait confiance à ce point. J'ai senti dans cette création qu'enfin mon désir pouvait écraser ma peur. Quelle découverte! La musique prenait sa place dans ma vie doucement et c'était bien comme ça. Mes petits excès, mes petits succès, mes petites victoires devant le miroir, mes petits bijoux tout doux, tout chou, mes petites beautés, mes voluptés. Je vis, je m'émerveille quand mon corps se réveille. Dans le cadre de ma formation, je suivais des cours et des conférences autour de la santé mentale des publics, du développement psychologique de l'être humain. Ces enseignements étaient très intéressants et m'interpellaient à beaucoup d'endroits. Je me sentais souvent concernée par les pathologies présentées. C'est à cette époque que j'ai commencé à réfléchir à l'idée d'une psychothérapie, mais sans en faire la démarche. Sur le plan corporel, je mesurais 1,70 m, j'étais ronde, mais sans plus. Ma mère, qui m'avait mise au régime depuis l'âge de 5 ans, était toujours à scruter mon corps, espionnant ou imaginant la moindre prise de poids. Une partie de moi essayait donc toujours de lui plaire. Heureusement, l'année parisienne avait été favorable à une perte de poids en raison du rythme effréné dans lequel je vivais. De retour en Bretagne, plus près de ma famille, j'ai senti mon corps se transformer. Je grossissais de façon incontrôlée. Je me suis enrobée sérieusement. Lorsque je rentrais en famille un week-end sur 2 environ, j'avais le droit au regard jugeant de notre mère que je redoutais fortement et qui me rendait très anxieuse plusieurs jours en amont. Ces yeux du diable agissaient sur moi depuis très longtemps déjà, mais ils étaient de plus en plus sévères au fur et à mesure de ma prise de poids. J'étais désemparée. Pour faire plaisir à notre mère, j'ai suivi des régimes protéinés, des régimes Weight Watchers et tant d'autres programmes hypocaloriques, tous plus sadiques les uns que les autres. Une fois le régime terminé, les effets positifs disparaissaient bien vite dans les barres chocolatées, les bons repas réguliers et arrosés entre amis et les biscuits au quotidien. J'avais besoin de sucre, de douceur, pour me soulager de toutes ces anxiétés. J'étais depuis l'enfance assommée de tabous alimentaires et de culpabilité si je désobéissais. J'ai souvent été privée de certains plaisirs sucrés en raison de rondeurs légères et sans importance. Ce dénigrement permanent a fait de moi une rebelle. Et heureusement, car cela m'a protégée. J'ai pu par ma simple volonté lever les interdits. Même si de m'enfiler des biscuits ou du chocolat à gogo n'était pas bon du tout pour ma santé, cela fut très soulageant pour mon mental que de m'autoriser à désobéir. Ce caractère rebelle m'a donc protégée devant autant d'interdits à exister. Je me souviens, Jérôme, qu'elle avait commencé également à reporter sur toi ses propres angoisses liées au poids. Elle te brimait à certaines occasions, alors que tu étais un petit garçon en pleine forme, avec de toutes petites rondeurs si charmantes. Sa vision était complètement déconnante et irrationnelle quand il s'agissait de l'apparence corporelle. Je n'étais d'ailleurs pas jugée seulement sur mon physique. Rien ne convenait à cette mère impossible à satisfaire. Elle disait que le choix professionnel que j'avais fait était dévalorisant et que je resterais certainement seule tellement j'étais grosse. Aucun homme ne voudrait de moi. Elle ne pouvait se réjouir de me voir devenir adulte, me réaliser, arborer une certaine liberté.
Une part d'elle, je crois, cherchait à me détruire, inconsciemment probablement. Je devais représenter ce qu'elle ne s'était jamais autorisée à devenir. J'ai parfois pensé, Jérôme, que tu es parti prématurément car tu sentais peut-être que plus tu grandirais, plus la vie serait difficile, voire insoutenable à ses côtés. Car oui, vivre à ses côtés était douloureux et cruel la plupart du temps. Il fallait donc être costaud pour supporter toute cette pression mentale. Il est vrai qu'à cette époque, j'avais une image et une estime de moi au plus bas. Je ne m'aimais pas et ce n'est pas le regard de mon père qui aurait pu rétablir la vérité. Il ne s'intéressait pas du tout à ses enfants, ni à ce que nous faisions, ni à ce que nous vivions. Et surtout, il n'empêchait jamais notre mère de nous juger ni de nous dévaloriser quand elle se lâchait devant lui. Ce n'était pas normal, mais c'était comme ça. Quelques années après ton décès, Jérôme, ma vie avait été chamboulée. Tout avait basculé, je n'avais plus confiance en moi, j'étais très seule. Et je me sentais un peu rejetée. Tu me manquais, je ne le disais à personne. Heureusement, ma vie a pris un nouveau tournant après mes études et je vous le raconte avec grand plaisir au prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous rapprocher de mes réseaux sociaux et peut-être d'exprimer ou en tous les cas de vous laisser dire la résonance de mon histoire sur la vôtre. À bientôt. Mes petits boutons, mes petits chiffons, mes petits coups de peur, mes petits coups de cœur, mes petites galères, mes petites colères. Je ne suis pas parfaite, c'est la vie qui m'a faite. Mes petits abus, mes petits obus, mes petits délires sur la tirelire, mes petites râleries, mes petites conneries, mes petites prisons, mes petits poisons. Pas de drame, ni de blâme, je cherche mon sésame. Mes petits excès, mes petits succès, mes petites victoires devant le miroir, mes petits bijoux tout doux, tout chou, mes petites beautés, mes voluptés. Je vis, je m'émerveille quand mon corps se réveille. À petits pas j'écris ma vie. Depuis longtemps j'ai cette manie de raconter, ça me débarrasse. Ça fait avancer mes godasses. Je deviens assez grande pour danser, mais les gens